Me voici en présence ici et maintenant. Mon corps, mon être sont l'œuvre de l'univers. Voici mon authentique offrande de nudité en hommage à ce grand mystère. Puisse ma présence manifester la vérité, puisse ma présence manifester ma vérité. Samaya, ma gratitude est un souffle sacré, la promesse de mon souffle scellé dans ce corps de chair et de lumière. Voilà, bonjour. C'est la première vidéo de toute une série. Voilà, il va falloir que je m'y habitue. C'est une promesse que je me suis faite de parler avec vous en imaginant que vous êtes là alors qu'en fait je suis un peu toute seule. Voilà. Et donc en français pour le jeudi 12 décembre 2019, le 12 du 12. La méthodologie de la Dakini ne sera jamais détruite. Un temps inhérent à maintenant, quand tu invites ton existence à recevoir la première pensée. Voilà, donc ça c'est notre thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui par rapport à la méthodologie de la Dakini ne sera jamais détruite et que le temps inhérent à ici et maintenant, la première pensée, surgit de la présence, donc notre possibilité d'être capable de recevoir la première pensée. Voilà, donc ça c'est le thème. En fait, je voudrais dire que je vais, dans la mesure du possible, être claire par rapport à la chorésophie et aussi par rapport à des concepts qui viennent du bouddhisme tibétain, particulièrement des lignées du Mahamudra et du Dzogchen, et que je vais évoquer. Donc pour présenter le sujet de la chorésophie c'est la sophia par la danse, donc c'est un travail personnel où la danse est au cœur de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on pense, c'est-à-dire que la pensée a le corps comme témoin et comme, euh, je dirais, conscience, dans le sens où on prend vraiment la présence au corps au quotidien comme une méditation permanente qui permet de placer une partie de notre pensée intellectuelle et de notre rationalité sur une certaine tranquillité qui est due au fait que cette partie-là de notre rationalité et de notre capacité justement à cogiter, la cogitation, est posée tranquillement sur l'observation du corps. Et c'est une observation qui n'est pas séparée du corps, c'est-à-dire que c'est une observation directe de la sensation elle-même est le fil conducteur du temps. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on s'habitue à sentir, vraiment ressentir le corps et ressentir le corps parfois dans les zones les plus profondes, sans particulièrement la nécessité d'y attacher un concept, puisque le corps lui-même en tant que sensation est très différent du concept qu'on se fait du corps. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire comme concept? C'est par exemple que si je me regarde en train de parler, j'ai le concept de mon visage, par exemple, dans l'ordinateur pendant que je vous parle. Mais ça, ce n'est pas réel. C'est-à-dire que ce que je vois en face de moi n'est pas, en fait, en réalité, mon corps. C'est une image, c'est une interprétation. Et donc, quand je ressens des parties de mon corps, que je ressens toute ma peau, que je ressens mes articulations, je peux aussi ressentir une douleur, sans y attacher un concept, sans y attacher une idée, une appréciation, sans y attacher non plus une conclusion non plus. En fait, je peux me rendre compte de l'aspect extrêmement fluctuant de mes sensations et en même temps de leur présence continuelle, en tout cas pendant que je suis vivante, c'est-à-dire pendant que mon corps n'est pas un cadavre. Et c'est très important, justement, je vais vous parler souvent de la mort, hein, parce que c'est très important
la pensée de la mort par rapport au fait justement qu'on est des êtres intelligents qui réfléchissons, c'est très important de placer la mort justement comme quelque chose de très précieux qui nous donne la capacité d'être pleinement présent à la vie et pleinement présent au mystère de la vie, puisque en projetant notre idée qu'on a un futur, nous projetons l'idée qu'on va mourir, et cette idée pourrait nous faire peur, alors qu'en réalité, elle nous donne une possibilité de préserver l'heure de notre instant présent. Il suffirait de penser que, par exemple, si je vais mourir maintenant, les choses les plus importantes pour moi ne seraient pas les mêmes que si, par exemple, je pensais que je vais vivre éternellement. C'est pas du tout la même chose. Donc il y a quelque chose de paradoxal dans tout ce que je vais dire. Et donc le paradoxe, c'est que justement le corps est vivant et il est potentiellement mort. Et la mort est aussi potentiellement vivante. Et donc le fait que je puisse, moi en tant qu'être humain, avoir un concept de futur et de passé, c'est en même temps un trésor, et c'est en même temps éventuellement un obstacle. Donc quand je suis présente à mon corps, le paradoxe, c'est qu'en même temps je sens le souffle, j'entends le silence, et en même temps il y a quelque chose qui est là et qui n'est pas le corps et qui pourtant est bien présent. Et donc toute une partie de ma capacité à cogiter, à réfléchir est présente à la sensation du corps, et c'est une technique, c'est pas du tout fantaisiste, c'est quelque chose auquel on s'entraîne. Et on s'entraîne par exemple par rapport à toutes sortes de sensations, mais des sensations qui sont faciles à repérer, c'est celle d'appui, donc celle qui touche la terre, ou qui touche en tout cas l'objet qui nous empêche de tomber à terre. Donc si par exemple je suis au premier étage, ça sera le plancher du premier étage. Si je suis assise par terre, par exemple mes fessiers ou mes pieds, ou si je suis à genoux allongée, les parties du corps qui sont en appui par la force du poids et de la gravité, ce sont les parties qui sont faciles à sentir, en tout cas du point de vue de la peau déjà, et du muscle en dessous de la peau, et de l'os qui appuie. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à emmener la méditation dans la vie courante et dans l'action. Et c'est là qu'on parle de la danse, parce qu'en fait, la danse, il n'y a aucune différence entre une activité et une danse si on conçoit que toutes nos activités sont poétiques. Qu'est-ce que je veux dire par poétique? C'est-à-dire qu'elles sont justement toujours présentes à l'invitation au mystère qui est inhérent à tout ce qui nous arrive. Donc le paradoxe, c'est qu'en même temps, je suis là avec mes croyances, avec mes problèmes, avec mes émotions, avec mes réactions, avec même un tas de choses que moi-même j'ignore et qui petit à petit se découvrent, ou petit à petit aussi se libèrent. C'est-à-dire je les portais quand j'étais enfant et je ne les porte plus maintenant. Donc en même temps, il y a cet aspect-là de moi relatif, et qui aura beaucoup d'espoir et beaucoup de peur éventuellement. Et puis il y a l'espoir de moi-même qui est complètement libre et qui ne dépend pas en fait des circonstances. Et c'est un aspect extraordinairement riche et qui nous échappe beaucoup, parce que ou bien on l'aime dans son absence, c'est-à-dire qu'on en parle mais c'est pas vraiment présent, ou bien alors on est complètement dilaté et le corps, on ne sait plus ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est tout à fait rigolo, hein, parce que moi-même, ça m'arrive souvent, plus je me laisse dilater par cette dimension, plus éventuellement j'oublie complètement qu'il faut faire ceci ou il faut faire cela. Donc c'est pas forcément un problème, mais voilà, il y a le paradoxe. Est-ce que je suis vraiment prête à être assez éveillée, illuminée et dilatée que pour tout oublier? Je ne sais pas, peut-être pas encore, mais voilà. Donc en tout cas, ce paradoxe existe, et au fur et à mesure que le corps il s'habitue
à nous rappeler à la présence. C'est juste un rappel en fait, c'est pas quelque chose de très... c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. Et on s'est simplement habitué à garder une partie de notre activité raisonnée, de notre activité, de notre cogitation mentale, à la présence de la sensation du corps. Et grâce à cette sensation du corps, cette partie en tout cas peut se détendre parce qu'on s'est aussi entraîné à la détendre. Donc ça c'est vraiment le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut détendre la présence, non pas être présent en contrôlant ce qu'on ressent, mais simplement en recevant ce qu'on ressent et en le laissant évoluer. C'est-à-dire qu'on ressent une chose et puis on ressent une autre chose et puis on ressent une autre chose. C'est quand on respire, ça respire. On pourrait croire que chaque inspire, chaque expire, dans leur rythme et dans leur répétition, sont une routine, mais en fait pas du tout, puisque à chaque fois c'est différent. Et donc ce n'est pas du tout fantaisiste de dire que c'est chaque fois différent. Et il y a quelque chose de permanent, c'est la présence, et tout le reste est différent. Et donc cette présence, comme elle est permanente, elle permet de se détendre. Voilà, je pense que c'était l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport au corps, de mettre le corps au centre de nos activités. Et du point de vue de la chorésophie, donc la sophia, la sagesse, elle vient de la danse. Voilà. Et la danse, évidemment, on l'a fait avec le corps au départ, en tout cas. Bien sûr que petit à petit, il est tout à fait possible de aussi danser dans l'esprit. Mais disons que l'idée ici, c'est de justement pouvoir pénétrer la vérité de la non-dualité des aspects paradoxaux du monde et des aspects paradoxaux de notre quotidien par vraiment une simplicité. Et cette simplicité, c'est de faire confiance aux dons qu'on a reçus pendant quelques années, on ne sait pas, peut-être moins, enfin en tout cas, si je peux parler dans une langue, c'est que ça fait plusieurs années que je vis. Et ce corps, le temps que je l'ai, il me donne l'opportunité de ma présence dans une matière euh, qui ne devrait peut-être pas m'enfermer de plus en plus dans la matière, mais qui devrait peut-être me donner l'opportunité justement de travailler sur mon esprit. Donc l'esprit, ce que je veux dire par esprit, c'est tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui ne s'entend pas et tout ce qui est du domaine simplement du mystère, non pas parce que c'est pas présent, mais parce que simplement on ne peut pas vraiment l'expliquer, on ne peut pas vraiment le conceptualiser. Voilà. Et ça c'est très intéressant parce que ça nous ramène justement à l'innocence, ça nous ramène à l'impossibilité de contrôler et d'enfermer dans des explications ce dont on parle. Par contre, on communique. Hein, donc, par contre, je dis quelque chose, quelqu'un me dit quelque chose, et petit à petit, les choses que j'ai entendues et les choses que j'ai ressenties et que j'ai vécues, elles commencent à se distiller dans mon existence et elles commencent à avoir du sens. Donc cette communication est très importante. Voilà, c'est pour ça qu'on parle. Mais disons que c'est vraiment très très important aussi, en tout cas pour moi, de bien définir que tout ce dont on parle en chorésophie, et je reviens un peu au début de ma conversation, je vous ai dit que je porte aussi bien sûr la pratique du tantrisme bouddhiste, et donc c'est très important, ça a beaucoup imprégné ma façon de penser, donc c'est très important de l'affirmer. Mais en tout cas, du point de vue du corps et de la danse, et même du fruit de la pratique du tantra, à un moment donné, il n'y a absolument rien à quoi s'accrocher et rien qui doive même pas devenir une croyance solide et un concept puissant, puisque à partir du moment où il y a la possibilité de se détendre dans la présence et de commencer à comprendre la première pensée, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, on commence à se rendre compte que c'est une question de mise en place.
Donc cette mise en place, comme la présence aux sensations du corps, qui est une façon de méditer dans le mouvement, de faire que petit à petit, le corps il absorbe toute ce qu'on appelle la discipline. Il n'y a plus de discipline parce que le corps l'absorbe. C'est devenu quelque chose d'habituel, exactement comme on conduit une voiture, on peut bavarder en même temps, et ben on peut conduire son corps, excuse-moi, on peut conduire son corps et faire plein de choses en même temps sans avoir perdu la présence. Ou bien de temps en temps on la perd, mais tout de suite il y a quelque chose qui nous rappelle. Donc ça c'est vraiment danser sa vie, non pas parce qu'on le dit ou parce qu'on le prétend ou parce qu'on en rêve, mais parce que ça devient quelque chose qui est tout le temps en train de se rappeler à nous. C'est-à-dire que le corps nous ramène vers sa présence et nous ramène vers justement, non pas la notion de permanence et de solidité, mais l'inverse, justement la notion de l'impermanence qui est en même temps moi ici maintenant et en même temps l'espace infini, le temps infini. Alors bien sûr, je sais hein, que ça paraît tout de suite un peu philosophique ce que je raconte, c'est normal, c'est la chorésophie. Mais quand on expérimente ce dont je parle, au contraire, c'est très 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 concret. Bien sûr, c'est comme conduire. Hein. Toutes les personnes qui ont un permis de conduire ont fait un petit effort pour ça. Hein. C'est pas tombé du ciel. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, à un moment donné, pouvoir petit à petit laisser un petit peu partir des habitudes qui ne sont pas vraiment indispensables et auxquelles on s'identifie en pensant c'est ma personnalité, c'est moi. Et puis finalement, c'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus joyeux, justement, quand on réussit à se détendre dans cette espèce de simplicité. Alors je voudrais juste dire que je ne suis pas forcément simple, c'est l'attitude que je cultive qui est simple. Bien sûr que c'est compliqué, juste par exemple mon cerveau et les connexions nerveuses qui permettent la motricité ne sont pas simples. Donc il y a quelque chose de complexe dans mon existence humaine. Mais ce qui devient simple, c'est ma façon de pouvoir vraiment accepter tout ce que je vis et faire en sorte que ma capacité intrinsèque à transformer tout ce que je vis soit opérationnelle. Voilà, et ça, c'est la danse. Bon, voilà, on va bientôt arriver à la fin des 20 minutes. Je m'étais dit que 20 minutes, ça sera le maximum. Donc, on continuera. Hein, donc, ça, c'est en français. C'était le 12 décembre. Il y aura des vidéos en portugais, en anglais, en espagnol. Et j'ai tout dit, oui, c'est ça. Anglais, portugais, espagnol, français. Et aujourd'hui, le thème qui sera continué, donc, c'est la méthodologie de la Dakini ne sera jamais détruite. Donc, je vais continuer à expliquer, mais bien sûr, sur la base de ce que je viens de dire maintenant, le travail du corps et de mettre le corps au centre de la réflexion et de la pensée. Et comment le temps inhérent à maintenant et ici invite une capacité de recevoir la première pensée. Hein. Voilà. Donc cette première pensée et la capacité de la recevoir, je vais l'expliquer. Ce que je veux dire par la méthodologie de la Dakini ne sera jamais détruite, je vais l'expliquer aussi. Voilà, donc c'était Yuma Mudra Koresov qui parlait pour toutes les personnes qui sont intéressées dans cet échange. Au revoir.